Un roi peut-il être un pion sur son propre échiquier? Et si la décision la plus sanglante de son règne, haine, avait pas été la sienne? Dès où nous regardez-vous, haine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela nous fait toujours très plaisir. Et pour nous soutenir gratuitement, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Elle, Histoire se souvient de Charles IX comme du roi du massacre de la Saint-Barthélemy, une tache de sang indélébile sur la couronne de France. Mais derrière l'image du monarque sanguinaire se cache un jeune homme complexe, propulsé sur le trône dans une époque de déchirement. Pris en étau entre une mère à l'ambition dévorante, Catherine de Médicis et des conseillers aux loyautés changeantes, son règne fut une lutte constante pour l'autorité, une descente tragique dans la paranoïa et la violence, où chaque décision semblait dictée par la peur. Voici l'histoire de Charles IX, le roi manipulé qui a changé le royaume à jamais. Charles-Maximilien de France naît le 27 juin 1550 au château royal de Saint-Germain-en-Laye, un lieu de pouvoir et de prestige qui ne le destinait pourtant pas au trône. Troisième fils du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis, il est précédé par son frère aîné, le dauphin François, et un autre frère Louis, mort en bas âge. Portant le titre de duc d'Orléans, son enfance se déroule à l'ombre de ses aînés, dans une cour de France qui est alors le centre culturel et politique de l'Europe, mais aussi un foyer de tensions religieuses grandissantes. La réforme protestante, sous sa forme calviniste, gagne du terrain dans le royaume, défiant l'autorité spirituelle et temporelle de la monarchie catholique. Le jeune Charles est élevé aux côtés de ses frères et sœurs, notamment Élisabeth, future reine d'Espagne, Claude, future duchesse de Lorraine, et Marguerite, la future et célèbre reine Margot. Il partage également son éducation avec le jeune Henri de Navarre, le futur Henri IV, élevé à la cour comme un prince du sang. Cette éducation est rigoureuse, confiée à des précepteurs humanistes comme Jacques Zamyot, qui lui enseigne les lettres classiques et l'art de la rhétorique. Le prince est décrit comme un enfant à la santé fragile, nerveux et sujet à des accès de colère, mais également doté d'une grande sensibilité et d'une passion pour les arts, notamment la poésie et la chasse, une passion qui deviendra dévorante. Sa mère, Catherine de Médicis, une femme à l'intelligence politique redoutable, observe ses enfants avec une attention méticuleuse, cherchant à déceler leurs forces et leurs faiblesses, les préparant à un avenir qu'elle imagine glorieux pour la dynastie des Valois. Le destin de Charles bascule une première fois le 30 juin 1559. Lors d'un tournoi célébrant la paix du Cateau-Cambrésis, son père, le roi Henri II, est mortellement blessé par une lance dans l'œil. 10 jours plus tard, le roi s'éteint, laissant le trône à son fils aîné de 15 ans, François II. Le règne de ce dernier est bref et fragile. Marié à la jeune Marie Stuart, reine d'Écosse, il est un adolescent maladif, largement dominé par les oncles de sa femme, les très catholiques et très ambitieux ducs de Guise. Sous leur influence, la répression contre les protestants, appelés huguenots, s'intensifie, exacerbant les divisions du royaume. C'est durant cette période que se déroule la conjuration d'Amboise, une tentative d'enlèvement du jeune roi par des nobles protestants qui se solde par un échec sanglant et une répression féroce. Le jeune Charles, alors âgé de 10 ans, est témoin de ces exécutions sommaires, une vision qui le marquera profondément. La France est au bord de la guerre civile. La mort soudaine de François II, le 5 décembre 1560, des suites d'une infection à l'oreille, change une nouvelle fois radicalement la donne. À seulement 10 ans, Charles, duc d'Orléans, devient le roi Charles IX de France. Trop jeune pour régner, une régence s'impose. La loi du royaume aurait pu confier cette régence au premier prince du sang, Antoine de Bourbon, roi de Navarre et sympathisant protestant. Mais c'est sans compter sur l'habileté politique de Catherine de Médicis.
Dans un coup de maître politique, elle négocie avec Antoine de Bourbon, lui offrant le titre de lieutenant général du royaume en échange de la régence. Elle devient ainsi la véritable détentrice du pouvoir, prête à tout pour préserver l'héritage de ses fils et l'unité d'un royaume menacé de dislocation. Le jeune Charles est couronné à Reims le 15 mai 1561. Il est désormais roi, mais un roi enfant, un symbole fragile au cœur d'une tempête politique et religieuse qui ne fait que commencer. Son règne débute sous le signe de la dépendance totale à sa mère, dont l'ombre protectrice et manipulatrice planera sur chacune de ses décisions à venir, façonnant l'homme et le monarque pour le meilleur et surtout pour le pire. L'héritier inattendu est désormais sur le trône, mais le chemin pour devenir un véritable roi sera long, tortueux et finalement tragique. Avec l'accession au trône de Charles IX, un enfant de 10 ans, le pouvoir réel repose fermement entre les mains de sa mère, Catherine de Médicis, proclamée régente du royaume. Sa principale obsession est la sauvegarde de l'autorité royale et de la dynastie des Valois, prise en étau entre deux factions puissantes et antagonistes. D'un côté, la famille ultra-catholique des Guises, menée par le duc François de Guise et le cardinal de Lorraine, qui prône une éradication complète du protestantisme. De l'autre, les grandes familles nobles huguenotes, avec à leur tête le prince de Condé et l'amiral Gaspard de Coligny, qui réclament la liberté de culte. Catherine, florentine pragmatique et adepte des négociations subtiles, tente de naviguer entre ces deux écueils. Elle inaugure une politique de conciliation, cherchant à maintenir un équilibre précaire pour empêcher le royaume de sombrer dans une guerre civile totale. Elle s'entoure d'un conseil de modérés, avec en figure de proue le chancelier Michel de l'Hospital, un juriste humaniste convaincu que la tolérance civile est le seul remède aux maux du royaume. Cette politique se matérialise par le colloque de Poissy en 1561, une tentative audacieuse mais finalement infructueuse de réconcilier théologiens catholiques et protestants. Plus significatif encore, Catherine promulgue l'édit de janvier 1562, qui accorde pour la première fois aux Huguenots une reconnaissance légale et la liberté de culte, mais seulement en dehors des villes closes. Cet édit de tolérance est une révolution pour l'époque, mais il est perçu comme une provocation insupportable par le parti catholique. La réponse ne se fait pas attendre. Le 1er mars 1562, François de Guise et ses troupes, en route vers Paris, découvrent une assemblée de protestants célébrant leur culte dans une grange à Oissy, en Champagne. La situation dégénère en massacre, faisant des dizaines de morts parmi les Huguenots. Cet événement, le massacre de Oissy, est l'étincelle qui met le feu aux poudres. La première des 8 guerres de religion qui ensanglanteront la France pendant plus de 30 ans vient de commencer. Le jeune Charles IX assiste, impuissant, à cette escalade de violence. Il est une pièce sur l'échiquier politique de sa mère. Catherine, soucieuse de le former à son futur métier de roi, l'associe au conseil, lui explique les arcanes du pouvoir, les alliances et les trahisons. Il est un observateur silencieux des débats houleux qui animent la cour. Il voit sa mère manœuvrer, promettre, menacer, cherchant constamment à affermer son autorité face aux grands du royaume qui ne voient en elle qu'une Italienne et une usurpatrice. La guerre s'installe. Les armées s'affrontent, les villes sont assiégées, les atrocités se multiplient des deux côtés. Le roi de Navarre, Antoine de Bourbon, père du futur Henri IV, est tué au siège de Rouen. François de Guise est assassiné par un protestant en 1563, un meurtre qui laissera des traces profondes de vengeance au sein de sa famille. Cette première guerre se conclut par la paix d'Amboise en mars 1563, un compromis qui restreint la liberté de culte accordée par l'édit de janvier mais qui ramène un calme précaire.
C'est à ce moment que Catherine de Médicis prend une décision cruciale. Pour renforcer l'autorité de la couronne et réaffirmer le pouvoir de son fils, elle fait déclarer la majorité de Charles IX par le Parlement de Rouen en août 1563. Il a 13 ans. Juridiquement, la régence prend fin. Dans les faits, l'influence de Catherine demeure intacte. Charles est roi en titre, mais sa mère reste le véritable pilote du navire France. Il continue de vivre dans son ombre, participant aux chasses grandioses et aux fêtes somptueuses qu'elle organise pour masquer les fissures béantes qui parcourent tant le royaume. Son caractère se forge dans cette atmosphère de duplicité et de danger permanent. Il développe une méfiance naturelle, apprend l'art de la dissimulation, mais nourrit également une frustration croissante face à sa propre impuissance. Le trône est à lui, mais les rênes du pouvoir lui échappent encore, solidement tenues par une mère qui, en voulant protéger son fils et sa couronne, l'empêche peut-être de devenir le roi qu'il aurait pu être. Afin d'asseoir définitivement l'autorité de son fils, désormais officiellement majeur, et de présenter le visage d'une monarchie restaurée et unificatrice à un peuple meurtri par la première guerre de religion, Catherine de Médicis organise une entreprise politique d'une ampleur sans précédent, un grand tour de France royale. Le voyage débute en janvier 1564 et durera plus de 2 ans, couvrant près de 4000 km à travers les provinces les plus reculées et les plus agitées du royaume. Ce n'est pas un simple voyage d'agrément, mais une campagne de communication et une démonstration de force magistralement orchestrée. La cour, avec ses milliers de membres, ses princes, ses ambassadeurs et ses serviteurs, devient une capitale itinérante, transportant avec elle le faste et le pouvoir de l'État. Pour le jeune Charles IX, alors âgé de 13 ans, c'est une expérience fondatrice. Il quitte le cocon des châteaux de la Loire pour découvrir la diversité et la complexité de son royaume. Il voit de ses propres yeux les cicatrices laissées par la guerre, les églises brûlées et les villes divisées. Le périple le conduit d'abord vers l'Est, en Champagne, puis en Lorraine, où il rencontre sa sœur Claude, duchesse de Lorraine. La cour descend ensuite le Rhône jusqu'en Provence, une région fortement marquée par les troubles. Chaque étape est l'occasion de cérémonies grandioses, les entrées royales, où le roi est accueilli avec des arcs de triomphe, des spectacles allégoriques et des discours célébrant la paix et la justice. C'est une manière pour le pouvoir royal de se réapproprier l'espace public et de réaffirmer sa légitimité. Mais derrière les festivités se cache une intense activité politique. Catherine et son chancelier, Michel de l'Hospital, rencontrent les parlements locaux, écoutent les doléances, réforment l'administration et rappellent aux gouverneurs et aux seigneurs leur devoir de loyauté envers la couronne. L'un des moments diplomatiques les plus importants du voyage a lieu à Bayonne durant l'été 1565. Catherine y rencontre sa fille aînée, Élisabeth, devenue reine d'Espagne, accompagnée du redoutable duc d'Albe, envoyé par le roi Philippe II d'Espagne. Officiellement, ce sont des retrouvailles familiales. Officieusement, les Espagnols pressent la France d'adopter une politique de répression implacable contre les Huguenots, à l'image de celle menée par Philippe II dans ses propres territoires. Catherine, fidèle à sa politique d'équilibre, résiste à ces pressions, refusant de s'engager dans une voie de confrontation directe qui mettrait à nouveau le feu à son royaume. Ces entrevues de Bayonne, tenues secrètes, alimenteront néanmoins la méfiance des protestants, qui y verront la preuve d'un complot catholique international. Le voyage est aussi une épreuve physique et psychologique pour le jeune roi. La fatigue des longues journées à cheval, les conditions de logement parfois spartiates, l'exposition constante au public et la pression de son rôle forgent son caractère. Il mûrit, prend de l'assurance. Sa passion pour la chasse s'affirme comme un exutoire nécessaire,
un domaine où il peut exercer une autorité totale et indiscutable. Il se montre également à l'écoute, s'intéressant aux dialectes locaux, aux coutumes, et commence à développer un sens politique qui lui est propre, bien que toujours sous l'œil vigilant de sa mère. C'est au cours de ce voyage à Moulins que le roi préside une importante assemblée de notables qui aboutit à la Grande Ordonnance de Moulins en 1566. Ce texte juridique majeur vise à réformer la justice du royaume, à limiter le pouvoir des parlements et à renforcer le pouvoir central, une étape clé dans la construction de l'absolutisme monarchique. Lorsque la cour regagne enfin Paris en mai 1566, Charles IX n'est plus tout à fait le même. Le Tour de France lui a donné une conscience plus aiguë de l'immensité et de la fragilité de son héritage. Il a vu son peuple, catholique et protestant, et a compris que la paix était la condition indispensable à la survie du royaume. Cette expérience a renforcé son désir de s'émanciper de la tutelle maternelle et de régner par lui-même, une aspiration qui sera au cœur des drames à venir. Après le retour de la cour à Paris, une nouvelle phase du règne de Charles IX s'amorce, marquée par une tentative d'émancipation personnelle et politique. Le roi, désormais un jeune homme approchant de la vingtaine, supporte de plus en plus mal l'omniprésence de sa mère. Il aspire à la gloire militaire, ce champ d'honneur qui, traditionnellement, définit la grandeur d'un roi. C'est dans ce contexte de frustration et d'ambition que s'opère un rapprochement spectaculaire et lourd de conséquences avec l'une des figures les plus charismatiques du parti protestant, l'amiral Gaspard de Coligny. Coligny n'est pas n'importe quel chef huguenot. C'est un grand seigneur, un stratège militaire respecté et un homme d'État d'une intégrité reconnue, même par ses ennemis. Après la mort du prince de Condé à la bataille de Jarnac en 1569, il est devenu le leader incontesté du camp protestant. La troisième guerre de religion se conclut en 1570 par la paix de Saint-Germain-en-Laye, un traité remarquablement favorable aux Huguenots qui leur accorde une liberté de conscience étendue, une liberté de culte limitée et, surtout, 4 places de sûreté, des villes fortifiées où ils peuvent entretenir des garnisons. Cette paix, négociée avec l'assentiment du roi, est une nouvelle manifestation de la politique d'équilibre de Catherine de Médicis. Pour sceller cette réconciliation, un projet de mariage est élaboré, celui de la sœur du roi, Marguerite de Valois, avec le jeune chef de la maison de Bourbon, le protestant Henri de Navarre. Coligny, rentré en grâce, fait son retour à la cour en 1571. Contre toute attente, une relation de confiance et, selon certaines sources, d'affection quasi filiale se noue entre le jeune roi et le vieil amiral. Charles est fasciné par cet homme austère et expérimenté. Coligny lui parle de stratégie, de géopolitique et lui présente un projet grandiose qui captive l'imagination du monarque. Une guerre contre l'ennemi héréditaire de la France, l'Espagne catholique de Philippe II. L'idée est de réunir catholiques et protestants français sous une même bannière nationale contre un ennemi commun, transcendant ainsi les divisions religieuses internes. Le plan de Coligny consiste à soutenir la révolte des Pays-Bas protestants contre la tutelle espagnole. Une telle guerre offrirait à Charles IX la gloire militaire qu'il convoite et permettrait à la France de s'étendre vers le nord, affaiblissant du même coup son principal rival européen. Le roi est séduit. Il voit dans ce projet l'occasion de s'affirmer enfin comme un grand roi de guerre, de sortir de l'ombre de sa mère et de pacifier son royaume par l'action extérieure. Il se met à appeler l'amiral mon père et passe de longues heures en sa compagnie, écoutant ses conseils au détriment de ceux de ses conseillers habituels et même de sa propre mère. Catherine de Médicis voit cette nouvelle influence d'un très mauvais œil. Pour elle, une guerre contre la surpuissante Espagne est une folie,
Une aventure qui risque de ruiner le royaume et de l'isoler sur la scène européenne. De plus, l'ascendant de Coligny sur son fils représente une menace directe à son propre pouvoir. Elle, qui a toujours tout contrôlé, voit le roi lui échapper au profit de son pire ennemi d'hier. Le parti catholique mené par les Guises est également vent debout contre ce projet. Pour eux, s'allier avec des hérétiques contre la plus grande puissance catholique du monde est une trahison. La cour se divise alors en deux camps. D'un côté, le roi et l'amiral, partisans de la guerre. De l'autre, Catherine, le frère du roi, le duc d'Anjou, futur Henri III, et les Guises farouchement opposés. La tension devient extrême au cours de l'été 1572. Charles IX, obstiné, semble déterminé à lancer son armée dans les Flandres. Il résiste aux supplications et aux menaces de sa mère. La lutte pour le contrôle de l'esprit du roi atteint son paroxysme. La relation entre Charles et Coligny, qui devait unir la France, est en train de la fracturer plus que jamais, créant les conditions d'une réaction d'une violence inouïe. L'été 1572 s'ouvre sur une atmosphère de fête et de réconciliation apparente. Le point culminant de la paix de Saint-Germain-en-Laye doit être célébré à Paris. Le mariage entre Henri de Navarre, jeune espoir du protestantisme, et Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX et fille de Catherine de Médicis. Cette union mixte entre une princesse catholique et un prince huguenot est pensée comme le symbole ultime de la concorde civile retrouvée. Pour l'occasion, toute la noblesse protestante a convergé vers la capitale, un bastion catholique notoirement hostile à la nouvelle religion. Les rues de Paris, surchauffées par la chaleur du mois d'août, bruissent d'une foule venue de tout le royaume, mêlant la curiosité à une méfiance à peine dissimulée. Les Parisiens, majoritairement acquis aux prêches enflammées des curés de la Ligue catholique, voient d'un très mauvais œil cette invasion de seigneurs huguenots, qu'ils considèrent concernant comme des hérétiques et des rebelles. Les noces sont célébrées le 18 août avec un faste inouï. La cérémonie elle-même est un compromis boiteux, révélateur des fractures profondes qui subsistent. Le mariage est célébré sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame afin que le protestant Henri n'ait pas à assister à la messe célébrée à l'intérieur. Cette concession, loin d'apaiser les esprits, est perçue par beaucoup de catholiques comme une profanation. Pendant plusieurs jours, la cour reste le théâtre de bals, de tournois et de mascarades somptueuses orchestrées par Catherine de Médicis pour masquer la tension palpable. Mais sous le vernis des célébrations, les intrigues politiques se poursuivent. Gaspard de Coligny, fort de son influence sur le roi, continue de plaider pour une intervention militaire aux Pays-Bas contre l'Espagne. Charles IX, bien que toujours séduit par l'idée, se heurte à l'opposition inflexible de sa mère et de son conseil. Catherine voit dans l'obstination de l'amiral un danger mortel pour le royaume et pour l'autorité de la famille royale. Elle craint que Coligny n'entraîne son fils dans une guerre désastreuse et, pire encore, qu'il ne supplante définitivement son influence sur lui. Le parti des Guisques, de son côté, n'a pas pardonné à Coligny. Ils le tiennent pour responsable, malgré son acquittement par le roi, de l'assassinat de François de Guise 9 ans plus tôt. La présence de l'amiral à Paris, au cœur du pouvoir, est pour eux une insulte et une occasion de vengeance. Cette paix est donc construite sur du sable. Elle est minée de l'intérieur par des haines personnelles, des ambitions politiques et une haine religieuse que les faits ne parviennent pas à dissimuler. D'après des témoignages ultérieurs, des réunions secrètes se tiennent dans le cercle rapproché de Catherine de Médicis et des Guises. L'idée d'éliminer Coligny et les principaux chefs protestants, maintenant qu'ils sont tous réunis et vulnérables à Paris, commence à germer. Le 22 août, 4 jours après le mariage, alors que l'amiral de Coligny rentre à pied de son domicile après une réunion au Louvre, un coup de feu éclate depuis la fenêtre d'une maison appartenant à un proche des Guises.
L'arquebuse est chargée, mais le tir n'est pas mortel. Coligny est gravement blessé à la main et au bras. L'attentat manqué est l'événement qui va tout précipiter. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les chefs protestants, furieux et se sentant trahis, se rassemblent autour du chevet de l'amiral. Ils crient une vengeance, menacent ouvertement les Guises et exigent que le roi fasse justice. Charles IX se rend personnellement auprès de Coligny, lui promettant une enquête rapide et une punition exemplaire pour les coupables. Le roi semble sincère dans sa colère et son désir de justice. Mais la situation lui échappe complètement. La pression est désormais insoutenable. Les protestants menacent de déclencher une nouvelle guerre si justice n'est pas faite, tandis que les catholiques, menés par les Guises et la population parisienne chauffée à blanc, craignent des représailles. La paix fragile vient de voler en éclats, laissant la place à la peur, à la paranoïa et aux appels à une solution radicale. Le royaume retient son souffle au bord du gouffre. L'attentat manqué contre l'amiral de Coligny plonge la cour et la ville de Paris dans une fébrilité extrême. Les 2 jours qui suivent sont marqués par une tension insoutenable et des tractations secrètes qui scelleront le destin de milliers de personnes. Les chefs huguenots, rassemblés et armés, réclament justice auprès d'un roi Charles IX visiblement dépassé par les événements. Ils accusent ouvertement la famille de Guise et, à mots couverts, la reine-mère Catherine de Médicis d'être les commanditaires. La peur d'un soulèvement protestant en plein Paris ou d'une reprise imminente de la guerre civile dans des conditions défavorables à la couronne s'empare du cercle du pouvoir. C'est dans ce climat de crise et de paranoïa que se tient, dans la soirée du 23 août, une réunion décisive au palais des Tuileries. Autour de Catherine de Médicis et de Charles IX se trouve le duc d'Anjou, futur Henri III, et un cercle restreint de conseillers. Les récits de cette réunion sont contradictoires, rédigés après les faits et souvent teintés de justifications politiques. Cependant, la plupart des sources s'accordent sur le fait que la décision d'une action préventive et radicale y est prise. Face à la menace supposée d'un complot huguenot et pour éviter une nouvelle guerre, il est décidé d'éliminer les principaux chefs protestants présents à Paris. L'opération doit être ciblée, rapide et chirurgicale, une sorte de frappe préventive visant à décapiter le parti adverse. Le rôle exact de Charles IX dans cette décision est l'un des points les plus débattus de l'histoire de France. Selon certains récits, notamment celui de sa sœur Marguerite, le roi aurait été longtemps réticent, angoissé, avant de céder sous la pression de sa mère et de ses conseillers qui lui auraient en dépeint un tableau apocalyptique d'une conjuration sur le point d'éclater. D'après une version célèbre, mais probablement apocryphe, il se serait finalement écrié dans un accès de fureur et de lassitude « Eh bien, soit, qu'on les tue, mais qu'on les tue tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » Que ces mots ayant été prononcés ou non, le consentement royal est donné. L'opération est planifiée pour les heures précédant l'aube du dimanche 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Le signal doit être donné par le tocsin de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, proche du Louvre. Les milices bourgeoises parisiennes, dirigées par les autorités municipales acquises aux Guises, sont mobilisées. Le duc Henri de Guise se charge personnellement de la cible principale, Gaspard de Coligny. Aux premières heures du matin, les portes du logis de l'amiral sont forcées. Coligny est achevé dans son lit, son corps défenestré et jeté dans la cour où le duc de Guise l'attend. Sa mort est le véritable signal. Ce qui devait être une élimination ciblée de quelques dizaines de chefs militaires se transforme alors en un massacre généralisé et incontrôlable. Le son du tocsin se propageant de clocher en clocher réveille les milices parisiennes et une partie de la population qui, galvanisée par des mois de prêche anti-protestants, se lance dans une chasse à l'homme effréné. Les listes de suspects ont été préparées. Les maisons des Huguenots,
préalablement marquées d'une croix blanche, sont prises d'assaut. Les scènes qui suivent sont d'une horreur absolue. Hommes, femmes et enfants sont tirés de leurs lits, massacrés dans les rues, leurs corps jetés dans la Seine. La violence est à la fois organisée et chaotique, mêlant règlement de comptes politiques, fanatisme religieux et pillage. Le Louvre lui-même, censé être un lieu de protection, devient un piège mortel. Les seigneurs protestants qui y logeaient sont traqués dans les couloirs et tués, parfois sous les yeux de la famille royale. Les deux jeunes princes protestants, Henri de Navarre et le prince de Condé, n'ont la vie sauve qu'en abjurant leur foi sous la contrainte. Le massacre dure 3 jours à Paris, faisant, selon les estimations, entre 2000 et 4000 victimes. La violence ne s'arrête pas aux portes de la capitale. Dans les jours et les semaines qui suivent, la nouvelle de la justice royale se propage en province. À Orléans, Lyon, Rouen, Toulouse et dans de nombreuses autres villes, des massacres similaires sont perpétrés par les foules catholiques, faisant des milliers d'autres victimes. La Nuit rouge a plongé le royaume dans une nouvelle ère de ténèbres, anéantissant des années d'efforts de réconciliation et gravant à jamais dans la mémoire collective l'image d'un roi au consentement sanglant. Au lendemain de la Nuit rouge, le pouvoir royal est confronté à une double nécessité: justifier l'injustifiable aux yeux du monde et gérer les conséquences d'un acte qui a échappé à tout contrôle. La première réaction de Charles IX et de sa mère est l'embarras. Ils tentent initialement de faire porter toute la responsabilité du massacre à la seule famille de Guise et à leur vendetta personnelle contre l'amiral de Coligny. Cette version est rapidement intenable. Le 26 août, 2 jours après le début des tueries, le roi se rend au Parlement de Paris pour une séance solennelle, un lit de justice. Il y change radicalement de discours. Devant les magistrats, il assume la pleine responsabilité de la décision, non pas en la présentant comme un massacre, mais comme une action préventive nécessaire et juste. Il affirme avoir déjoué in extremis un vaste complot huguenote visant à assassiner toute la famille royale et à s'emparer du trône. L'élimination des chefs protestants est ainsi transformée en un acte de salut public, une exécution ordonnée par le roi pour la survie de l'État. Cette version officielle est ensuite diffusée dans tout le royaume et auprès des cours européennes par les ambassadeurs. Pour appuyer cette thèse, on organise des célébrations. Des messes d'action de grâce sont chantées, une médaille est frappée pour commémorer l'événement, montrant le roi sur son trône, foulant aux pieds des cadavres, avec la légende « La piété a réveillé la justice ». Les réactions internationales sont contrastées. Le roi Philippe II d'Espagne, fervent défenseur du catholicisme, aurait ri pour l'une des rares fois de sa vie en apprenant la nouvelle. À Rome, le pape Grégoire XIII fait chanter un Te Deum et commande au peintre Vasari des fresques célébrant la victoire sur l'hérésie. En revanche, dans les pays protestants, c'est la consternation et l'horreur. La reine Élisabeth Ier d'Angleterre reçoit l'ambassadeur français tout de noir vêtu dans un silence glacial. Le massacre de la Saint-Barthélemy isole la France des Valois et la fait apparaître comme une nation barbare. Sur le plan intérieur, loin de résoudre la question protestante, le massacre la ravive de manière spectaculaire. Le parti huguenot est décapité, mais pas anéanti. Les survivants, désormais convaincus de la perfidie de la monarchie, abandonnent toute idée de loyauté envers le roi. Le mouvement se radicalise. Des théories monarchomaques justifiant la résistance et même le tyrannicide se développent et se diffusent. La guerre civile, la 4e, reprend immédiatement avec une intensité renouvelée. Les villes protestantes du Midi et de l'Ouest se barricadent et organisent une résistance acharnée, formant une sorte de république protestante au cœur du royaume, les Provinces unies du Midi. Pour Charles IX, le poids d'ortant de la couronne devient écrasant.
Il est désormais le roi de la Saint-Barthélemy, une étiquette qui lui collera à la peau pour la postérité. Selon de nombreux témoignages, notamment ceux du mémorialiste Pierre de l'Estoile, le roi est hanté par le souvenir du massacre. Sa santé, déjà fragile, se dégrade rapidement. Il souffre de fièvre violente, de sueurs nocturnes et, selon certaines sources, d'hallucinations auditives où il entend les cris des victimes. Il devient de plus en plus irritable, mélancolique, alternant entre des phases d'abattement et des accès d'une énergie frénétique et violente. Sa passion pour la chasse prend une tournure morbide, devenant un besoin quasi quotidien de tuer et de voir le sang couler. Il se plonge également dans l'écriture de poèmes et d'un traité sur la vénérie, comme pour s'échapper d'une réalité politique devenue insupportable. L'influence de sa mère Catherine de Médicis redevient prépondérante. Le projet d'émancipation du roi qu'il avait tenté de construire avec Coligny est mort avec l'amiral. Charles IX est de nouveau un roi sous tutelle, mais une tutelle assombrie par le secret et la culpabilité partagée. Le massacre qui devait renforcer l'autorité royale l'a en réalité profondément et durablement affaibli, en lui ôtant toute légitimité morale auprès d'une large partie de ses sujets et en enfermant le roi dans une solitude tragique. La conséquence militaire la plus directe du massacre de la Saint-Barthélemy est le déclenchement de la 4e guerre de religion. Les protestants survivants, terrifiés et radicalisés, se réorganisent. Le conflit se concentre principalement dans le Midi et l'Ouest, où les bastions huguenots ferment leurs portes aux représentants du roi. Parmi ces villes, La Rochelle, port stratégique sur l'Atlantique, devient le symbole de la résistance protestante. Refusant de recevoir le gouverneur royal et forte de ses puissantes fortifications, la ville se prépare à un affrontement inévitable. Pour le pouvoir royal, soumettre La Rochelle est un impératif. Il s'agit de montrer que l'autorité de la couronne n'a pas été anéantie par le massacre et d'empêcher la constitution d'un État protestant autonome. En février 1573, une armée royale massive, comptant près de 30 000 hommes et toute la fine fleur de la noblesse catholique, vient mettre le siège devant la ville. Le commandement de cette armée est confié par Charles IX à son frère préféré, Henri, duc d'Anjou. Ce choix n'est pas anodin. Le duc d'Anjou, futur Henri III, est le héros catholique du royaume, vainqueur des batailles de Jarnac et de Moncontour lors de la précédente guerre. Sa nomination vise à galvaniser les troupes et à donner au siège une dimension de croisade contre l'hérésie. Le siège de La Rochelle devient l'événement militaire majeur du règne de Charles IX. Il dure près de 6 mois, de février à juillet 1573, et se révèle être un échec cuisant pour l'armée royale. Les Rochelais, dirigés par des chefs déterminés et soutenus par la mer qui leur permet de recevoir quelques secours, notamment d'Angleterre, opposent une résistance héroïque. Les assauts répétés de l'armée royale, malgré des bombardements d'artillerie intenses, se brisent contre les remparts. Les pertes sont effroyables dans le camp des assiégeants, bien plus que chez les assiégés. La fine fleur de la noblesse catholique est décimée au pied des murailles. Le siège met en lumière les profondes divisions qui minent le camp royal. De nombreux nobles catholiques modérés, qui ont participé au siège par devoir mais qui ont été horrifiés par la Saint-Barthélemy, montrent peu d'enthousiasme pour cette guerre fratricide. Le camp est un foyer d'intrigues politiques et de mécontentement. Pendant ce temps, Charles IX reste à l'écart du théâtre des opérations. Sa santé déclinante ne lui permet pas de commander ses armées troces en personne, une source de profonde frustration pour un roi qui rêvait de gloire militaire. Il suit de loin les nouvelles du siège qui sont de plus en plus mauvaises. L'enlisement du conflit coûte une fortune au trésor royal, déjà exsangue,
et démontre l'incapacité de la monarchie à éradiquer le protestantisme par la force. Le siège connaît un dénouement inattendu, dicté par la politique internationale. En mai 1573, le duc d'Anjou apprend qu'il a été élu roi de Pologne. Cette élection, fruit d'intenses négociations diplomatiques menées par la diplomatie française, offre une porte de sortie honorable. La Pologne est une monarchie élective où cohabitent différentes confessions et les ambassadeurs polonais exigent de leur nouveau roi qu'il accorde la paix à ses sujets protestants en France. Sous ce prétexte, les négociations s'ouvrent avec les Rochelais. L'édit de Boulogne est signé en juillet 1573. Il met fin à la 4e guerre de religion. Cet édit est bien moins favorable aux protestants que celui de Saint-Germain. Il n'accorde la liberté de conscience qu'à titre privé et n'autorise la liberté de culte que dans 3 villes, La Rochelle, Montauban et Nîmes. Ailleurs, le culte protestant est interdit. C'est une paix de lassitude qui ne satisfait personne. Pour le roi, le siège de La Rochelle est une humiliation. L'opération qui devait restaurer son autorité s'est soldée par un semi-échec militaire et un compromis politique qui reconnaît de fait la persistance du problème protestant. L'échec devant La Rochelle prouve que, même après le traumatisme de la Saint-Barthélemy, la résistance huguenote est toujours vivace et que la voie de la répression militaire est une impasse. Cette guerre a fini d'épuiser les forces physiques et morales d'un roi déjà rongé par la maladie et le remords. La fin de la 4e guerre de religion n'apporte aucune stabilité au royaume. Au contraire, les dernières années du règne de Charles IX sont marquées par un climat de défiance généralisée et de complot qui émanent non plus seulement du camp protestant, mais du cœur même de la famille royale et de la noblesse catholique. La Saint-Barthélemy a brisé la confiance envers le roi et beaucoup de grands seigneurs, y compris des catholiques modérés, craignent désormais l'arbitraire du pouvoir et l'influence du clan ultra-catholique. C'est dans ce contexte qu'émerge un nouveau parti, celui des malcontents ou des politiques. Ce groupe hétéroclite rassemble des protestants, mais aussi et surtout des catholiques modérés qui placent l'intérêt de l'État et la paix civile au-dessus des querelles religieuses. Ils aspirent à une monarchie tempérée et s'opposent à la politique de confrontation prônée par Catherine de Médicis et les Guises. La figure de proue de ce mouvement est inattendue. Il s'agit du plus jeune frère du roi, François, duc d'Alençon. Ambitieux, frustré de ne jouer qu'un second rôle derrière ses frères Charles et Henri, Alençon se rapproche des chefs malcontents comme les puissants Montmorency et des 2 princes protestants assignés à résidence à la cour depuis la Saint-Barthélemy, Henri de Navarre et le prince de Condé. Ensemble, ils échafaudent plusieurs projets visant à prendre le contrôle du pouvoir. Le premier complot, dit des lundis de Mardi Gras en février 1574, vise à s'emparer de la personne du roi pendant les festivités du carnaval à Saint-Germain-en-Laye pour le forcer à changer de politique. Le plan est éventé et la cour se replie en toute hâte à Paris, dans la forteresse plus sûre du Louvre. Quelques mois plus tard, une nouvelle conspiration, bien plus sérieuse, est découverte, la conjuration des malcontents. Le plan prévoyait de faire évader Henri de Navarre et le prince de Condé de la cour, de provoquer un soulèvement armé dans plusieurs provinces et de placer le duc d'Alençon à la tête du mouvement, peut-être même sur le trône. L'affaire est découverte avant sa mise à exécution. La répression est immédiate, mais délicate. Charles IX, de plus en plus malade et paranoïaque, est terrifié par la trahison de son propre frère. François d'Alençon et Henri de Navarre sont arrêtés et interrogés. Ils avouent une partie du complot mais minimisent leur rôle. Le roi et Catherine de Médicis n'osent pas s'en prendre directement à un fils de France et au premier prince du sang. Ils font donc payer des seconds couteaux pour l'exemple.
Deux gentilshommes impliqués, La Mole et Coconas, favoris du duc d'Alençon, sont jugés pour trahison, torturés et décapités en place de Grève. Leur exécution sert d'avertissement. Ces complots révèlent l'effondrement total de l'autorité royale. Le roi n'est plus obéi, même par sa propre famille. Pendant ce temps, sa santé se détériore de façon alarmante. Depuis des mois, il est atteint d'une maladie pulmonaire qui l'épuise. Les médecins sont impuissants. Il souffre de fortes fièvres, d'une toux incessante et, dans les dernières semaines, d'hémorragies impressionnantes. Les témoignages de l'époque décrivent une sudation de sang, probablement les symptômes d'une tuberculose pleurale à un stade avancé. Le roi est alité, conscient de sa fin prochaine. À 23 ans, il est physiquement et moralement brisé. Le poids de la Saint-Barthélemy, les guerres incessantes et maintenant la trahison de son frère ont eu raison de sa faible constitution. Il vit ses derniers jours dans une angoisse profonde, assisté par sa mère qui ne le quitte plus et par sa nourrice huguenote qu'il aurait, selon une anecdote célèbre, appelé à son chevet en lui confiant son désespoir et ses remords. La maladie du roi paralyse le gouvernement. L'héritier légitime, son frère Henri, duc d'Anjou, est loin en Pologne où il règne depuis moins d'1 an. La perspective d'une vacance du pouvoir excite toutes les ambitions et fait craindre une nouvelle explosion de violence. Le royaume de France, rongé par les complots et la maladie de son souverain, retient une nouvelle fois son souffle, attendant la mort d'un roi maudit et l'avènement incertain de son successeur. Au printemps de l'année 1574, il est devenu évident pour tous que la fin du roi Charles IX est imminente. Retiré au château de Vincennes, il est consumé par la maladie qui ronge ses poumons. Les dernières semaines de sa vie sont un calvaire physique et moral. Les fièvres ne le quittent plus et les hémorragies s'intensifient, l'affaiblissant chaque jour davantage. Il ne peut presque plus quitter son lit. Autour de lui, le pouvoir s'organise déjà pour la succession. Catherine de Médicis, sa mère, veille sur lui avec une sollicitude qui n'exclut pas le calcul politique. Elle contrôle l'accès à la chambre du malade, filtre les informations et prépare la transition. L'héritier du trône est son fils préféré, Henri, actuellement roi de Pologne. Des messagers ont été envoyés en urgence pour l'informer de la gravité de l'état de santé de son frère et le presser de se tenir prêt à rentrer. En attendant son retour, qui s'annonce long et périlleux, Catherine manœuvre pour se faire confier la régence afin d'éviter que le pouvoir ne tombe entre les mains de son dernier fils, l'imprévisible et ambitieux François d'Alençon, ou pire, qu'il ne soit contesté par les princes du sang, comme Henri de Navarre. Charles IX, dans ses derniers jours, semble accablé par le remords. Des témoins rapportent qu'il est sujet à des cauchemars et qu'il évoque avec angoisse le souvenir du massacre de la Saint-Barthélemy. Le récit de son chirurgien, Ambroise Paré, bien que potentiellement enjolivé, dépeint un roi tourmenté, conscient de la trace sanglante qu'il laissera dans l'histoire. Il se confie à sa nourrice, une femme protestante pour qui il a toujours eu de l'affection, lui avouant sa lassitude et sa souffrance. Dans ces moments de lucidité, il règle les dernières affaires du royaume. Il fait venir auprès de lui les 2 princes assignés à résidence, son frère François d'Alençon et son beau-frère Henri de Navarre, les réprimande pour leur complot mais leur pardonne, dans un ultime effort de réconciliation familiale. Le 30 mai 1574, sentant sa fin venir, il dicte ses dernières volontés. Dans un acte politique final, il confie la régence du royaume à sa mère, Catherine de Médicis, en attendant le retour de Pologne de son successeur légitime, le futur Henri III. Il écarte ainsi son jeune frère François, en qui il n'a aucune confiance. Charles IX s'éteint dans l'après-midi du 30 mai,
au château de Vincennes. Il n'a pas encore 24 ans. Son règne, qui a duré 13 ans, s'achève dans le sang et la tragédie. Il laisse derrière lui un royaume profondément divisé, ruiné par les guerres civiles et traumatisé par des violences religieuses d'une ampleur inédite. Il ne laisse pas d'héritier mâle légitime. Son mariage avec Élisabeth d'Autriche n'a donné naissance qu'à une fille, Marie-Élisabeth, morte en bas âge. La dynastie des Valois, déjà affaiblie, ne repose plus que sur 2 frères, le nouveau roi Henri III et le dernier François d'Alençon. Tous 2 mourront sans descendance, ouvrant la voie à une nouvelle crise de succession et à l'avènement de la dynastie des Bourbons avec Henri de Navarre. La mort de Charles IX est à l'image de sa vie, celle d'un homme écrasé par une charge trop lourde pour lui. Roi à 10 ans, il n'a jamais véritablement pu s'émanciper de la tutelle d'une mère omniprésente ni des pressions des factions qui déchiraient enserrer son royaume. Sa volonté de s'affirmer, encouragée par l'amiral de Coligny, a mené à la catastrophe de la Saint-Barthélemy, un événement qui a défini et anéanti son règne. L'histoire se souviendra de lui non pas comme le poète sensible ou le roi réformateur qu'il aspirait peut-être à être, mais comme le monarque faible et maladif qui a présidé à l'un des plus grands massacres de l'histoire de France. Son corps est ramené à Paris et ses funérailles sont célébrées, mais l'attention est déjà tournée vers l'Est, d'où doit revenir le nouveau roi Henri III. Le roi est mort, un nouveau chapitre de la tragédie des Valois peut commencer. L'histoire de Charles IX est celle d'une dissonance tragique, le récit d'un roi dont le nom, indissociable du massacre de la Saint-Barthélemy, occulte la complexité d'un homme et la fragilité d'un pouvoir constamment disputé. Son règne, encadré par la régence de sa mère et une mort prématurée, se lit comme une lente et inexorable descente aux enfers, où chaque tentative d'affirmation personnelle s'est soldée par une soumission plus profonde aux forces qui le dépassaient en an. Il fut un roi non pas par choix ou par force, mais par accident de naissance, un héritier inattendu jeté dans l'arène la plus sanglante de l'histoire de France, celle des guerres de religion. Pour comprendre la manipulation qui a changé le royaume, il faut remonter à ses fondations. Une enfance passée dans l'ombre d'un frère aîné destiné au trône, sous le regard d'une mère, Catherine de Médicis, dont l'amour maternel était indissociable, d'une ambition dévorante pour sa dynastie. Lorsque la mort fit de lui un roi à l'âge de 10 ans, il n'était qu'un symbole, une couronne posée sur la tête d'un enfant. Le pouvoir réel était ailleurs, partagé entre la régente et les grandes factions nobiliaires, les Guises ultra-catholiques et les Bourbons-Châtillons protestants, qui voyèrent dans la faiblesse du trône une occasion d'avancer leurs propres pions. Sa jeunesse fut une éducation politique par l'impuissance, tandis que sa mère, avec une habileté florentine, tentait de maintenir la balance égale entre les partis par des édits de tolérance et des négociations sans fin. Charles observait. Il voyait la duplicité de la cour, la violence des massacres comme celui de Wassy, et l'échec des tentatives de réconciliation comme le colloque de Poissy. Le Grand Tour de France, entreprise politique magistrale de Catherine pour asseoir l'autorité de son fils, fut pour lui une révélation. Il découvrit son royaume, ses divisions, ses souffrances, mais ce voyage, destiné à le faire roi aux yeux de tous, ne fit que renforcer les liens de sa dépendance. Il était le visage de la monarchie, mais sa mère en restait le cerveau. La rupture, ou du moins sa tentative, constitue le pivot central de son règne. Devenu jeune homme, Charles aspirait à la gloire qui sied à un roi, celle des champs de bataille. Il supportait de plus en plus mal une paix précaire qui le maintenait dans un rôle passif et l'ombre d'une mère qui décidait de tout. C'était cette soif d'émancipation qui le jeta dans les bras de l'homme qu'il aurait dû haïr, l'amiral Gaspard de Coligny. Le chef protestant, revenu en grâce, offrit au roi ce que personne ne lui avait proposé.
à un projet grandiose, une vision. La guerre contre l'Espagne pour libérer les Flandres était bien plus qu'une stratégie géopolitique, c'était la promesse d'une destinée. En unissant catholiques et protestants contre un ennemi extérieur commun, Charles voyait l'opportunité de transcender les haines religieuses, de pacifier son royaume par l'action et surtout de devenir enfin le seul maître. Cette relation quasi filiale entre le jeune roi et le vieil amiral fut perçue par Catherine de Médicis comme la menace ultime. L'influence de Coligny ne mettait pas seulement en péril sa politique d'équilibre avec l'Espagne, elle sapait son autorité sur son propre fils. La lutte pour l'esprit du roi devint une guerre froide au sein même du Louvre. Le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre, censé sceller la paix, ne fit qu'importer le conflit au cœur de Paris, en y rassemblant tous les protagonistes du drame à venir. La paix n'était qu'une façade, un décor de théâtre pour la tragédie qui se préparait en coulisses. L'attentat manqué contre Coligny fut l'étincelle. Il fit voler en éclats l'illusion de la réconciliation et créa une situation de panique ingérable. La pression des chefs huguenots réclamant justice, la peur d'un coup de force protestant et la certitude de Catherine que la situation lui échappait totalement conduisirent à la décision fatale. La nuit du 23 au 24 août 1572 reste le point d'interrogation de son règne. Quel fut le rôle exact de Charles IX ? Fut-il ce roi faible, harcelé par une mère et des conseillers, lui dépeignant une conspiration imminente, cédant à la panique dans un cri de fureur et de lassitude, ou fut-il convaincu de la nécessité d'une chirurgie politique pour sauver son trône ? La vérité se situe probablement dans un mélange complexe de ces deux scénarios. Élevé dans la peur et la méfiance, doté d'un caractère nerveux et sujet à la colère, il était psychologiquement préparé à accepter une solution extrême. La manipulation ne fut sans doute pas un ordre brutal, mais une distillation lente de la peur, une présentation des faits qui ne laissait qu'une seule issue possible. En donnant son consentement à une élimination ciblée des chefs militaires, il a ouvert une boîte de Pandore qu'il ne pouvait plus refermer. L'opération d'État se mua en une furie populaire, un déchaînement de haine que le pouvoir royal, en le légitimant, avait libéré. Le massacre qui devait asseoir son autorité la détruisit à jamais. En endossant la responsabilité de l'acte devant le Parlement, il lia son nom à la barbarie. Le reste de son règne ne fut qu'une longue agonie. La Saint-Barthélemy, loin de résoudre le problème protestant, le radicalisa. La quatrième guerre de religion et le siège infructueux de La Rochelle démontrèrent l'échec total de la politique de la force. Son autorité morale anéantie, son autorité politique fut bientôt contestée, non plus par ses ennemis déclarés, mais par son propre sang. Le complot des malcontents, mené par son frère François d'Alençon, fut la trahison de trop, le signe que même sa propre famille ne le respectait plus. Sa maladie, une tuberculose pulmonaire, progressa en parallèle de la décomposition de son royaume. Les témoignages de ses contemporains le dépeignent comme un homme hanté, physiquement et moralement consumé par le souvenir du sang versé. Sa mort à 23 ans ne fut pas seulement la fin d'une vie, mais l'épilogue d'un échec. Il laissait une France plus divisée que jamais, un trésor vide et une couronne ensanglantée à un frère qui allait hériter d'une situation impossible. L'héritage de Charles IX est celui d'un avertissement, celui d'un roi qui n'a jamais régné, un instrument entre les mains de forces plus grandes que lui. Sa tragédie personnelle fut de comprendre son impuissance sans jamais trouver la force de s'en libérer. La manipulation qui a changé le royaume n'a pas seulement consisté à lui faire signer un arrêt de mort, elle a consisté à le maintenir toute sa vie dans un état de dépendance tel qu'il n'avait, au moment crucial, ni la volonté ni les outils pour s'opposer à l'inévitable. Il reste dans l'histoire comme le roi d'une seule nuit,
Une nuit qui a duré tout son règne et qui a plongé la France dans des décennies de ténèbres supplémentaires. Le règne de Charles IX illustre la tragédie d'un pouvoir subi plutôt que maîtrisé, où la volonté d'un homme a été brisée par les forces qui l'entouraient. Son nom reste à jamais synonyme d'une nuit de sang qui a changé le visage de son royaume. Quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de partager pour nous soutenir.